Du 6 au 9 juin prochain, les citoyens de l'Union européenne renouvelleront le Parlement européen pour les 5 prochaines années et les Français désigneront 80 des 720 députés. Mobiliser et débattre, comprendre, mieux comprendre, c'est la démarche du mouvement européen 76 pour inciter à voter, se déplacer et mieux comprendre les institutions européennes. Aussi, différentes thématiques sont abordées au cours de ces magazines. Vous en avez pris l'habitude, aussi bien sur l'aspect rural, mais aussi les exploitants agricoles, nous l'avons évoqué avec le pacte vert, avec l'aspect géopolitique, l'économie, et nous allons nous intéresser aujourd'hui au développement numérique en compagnie de notre fil rouge, Philippe Tillet. Bonjour. Vous êtes toujours président du mouvement européen 76 et on va évoquer l'ère numérique, l'Europe adaptée à l'ère numérique, parce que c'est hyper important, on le sait, par rapport à des débordements, par rapport à des préservation des protections de données personnelles, et de plus en plus on réfléchit européen pour se protéger, si on ne parle que de ce domaine-là, et ça reste primordial dans une relative liberté et représentativité de l'Europe. Tout à fait. Sur l'enjeu numérique, ce qui est extrêmement important, on voit bien comment aujourd'hui le numérique peut fracturer des territoires avec les réseaux sociaux, avec les fake news, avec des choses comme ça. Et donc, tout seul, un petit pays comme la France ne pèserait pas grand-chose par rapport à cette économie monde en fait qui est le numérique. Et là, on voit bien que l'Europe en a fait une priorité. Et quand l'Europe se mobilise sur cette priorité-là, effectivement, elle arrive à peser sur ces questions. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple tout simple, qu'à partir maintenant, depuis le 1er janvier, tous les chargeurs sont uniques. Il y a un chargeur universel. Vous achetez un téléphone, un ordinateur, une tablette, vous avez, qu'il soit Apple, qu'il soit Windows, qu'il soit ce qu'on veut, ça sera le même chargeur. Et ça, le même chargeur, pourquoi ? C'est une norme qui a été imposée par l'Union européenne à tous les constructeurs. Et pourquoi l'Union européenne a pu le faire ? Parce que l'Union européenne, c'est la première puissance commerciale au monde. Et lorsque la première puissance commerciale au monde dit que c'est comme ça qu'on va faire, eh bien les constructeurs, aussi importants soient-ils, sont obligés de s'aligner. Et en plus, cette norme-là devient mondiale, puisque comme c'est la première puissance, après, les constructeurs s'alignent sur cette norme-là et ils l'imposent à l'ensemble du monde. On pourrait multiplier en fait les RGPD, par exemple, sur la protection de nos données personnelles. Il n'y aurait pas l'Union européenne, jamais on aurait pu imposer ça aux grands fournisseurs que sont Google, etc., qui sont obligés aujourd'hui de protéger nos données, quoi. Voilà. Les fameux GAFAM qui effectivement font leurs lois, qui ont des chiffres d'affaires supérieurs à bien des économies d'État, etc., etc., quoi. C'est important effectivement de préciser que lorsqu'on aborde cette thématique, l'ère numérique, il y a à la fois tout ce qui est produit, puisqu'on parle bien de compétitivité, donc de technologie des semi-conducteurs, on parle à la fois de protection de nos données, et on parle aussi de se projeter dans l'avenir, puisque on ne cesse de parler d'intelligence artificielle, et là aussi l'Europe a des préconisations à développer. Avec un vrai débat qui doit être tranché, parce qu'aujourd'hui le débat il est sur est-ce qu'il faut limiter les usages de l'intelligence artificielle pour protéger justement les citoyens, les acteurs, les entreprises, etc. Ou est-ce qu'au contraire, au nom de la créativité, il faut laisser. L'Union européenne a décidé de s'emparer de ça. Aujourd'hui, la dynamique est plutôt sur l'idée il faut encadrer pour permettre l'innovation tout en protégeant les autres, mais les débats ne sont pas encore tranchés. Pour le coup, c'est le prochain Parlement européen qu'aura à se positionner sur l'encadrement ou pas l'encadrement et quel niveau d'encadrement de l'intelligence artificielle. Et puis, quand on parle de numérique, on a l'impression que tout est connecté, c'est par réseau, mais il y a aussi une démarche qui correspond aux satellites, à la gestion de trafic spatial. Et là, on voit bien que l'économie aussi, et la France et l'Allemagne en tête d'ailleurs au niveau européen dans ce domaine-là, doivent être eux aussi connectés de façon à pouvoir répondre par rapport à la concurrence internationale. Tout à fait. Après, on voit bien les lanceurs de satellites, comment on est concurrencé par la Chine, pas même par l'Inde aujourd'hui, oui. Les États-Unis. Il y a absolument
absolument besoin d'être présent sur ces enjeux-là. Après, c'est aussi, j'entendais l'autre jour le nouveau ministre de la Défense qui disait, mais la défense du 21e siècle, c'est la cyberdéfense aujourd'hui. C'est pas tant de mobiliser des fantassins pour aller aux frontières aujourd'hui que de se défendre de manière électronique par rapport à la guerre électronique, que ce soit celle de l'intelligence artificielle, des réseaux, des robots en tout genre, etc. C'est un vrai enjeu et où là, c'est vraiment la dynamique Union européenne, elle est absolument nécessaire, d'autant plus nécessaire qu'on ne peut plus s'abriter derrière, par exemple, sur les questions de défense, derrière l'OTAN, puisque l'OTAN, on sait que le chef de file, ce sont les États-Unis, et que les États-Unis, ça fait bien longtemps qu'ils ont dit que leur centre de gravité, c'était plutôt l'Asie, c'était plus tellement la question européenne. Alors, certes, l'Ukraine a mis un peu de frein à cette affaire, mais fondamentalement, il faut qu'on sache que l'Union européenne ne va pouvoir compter que sur elle-même dans les années qui viennent, quoi. Philippe, vous avez évoqué la cyberdéfense, et puis j'allais dire de manière beaucoup plus proche de nous, il y a tout ce qui est en rapport avec les fake news, le contrôle de l'information, la manipulation par l'information. Et on sait que ce sont des sujets qui sont transversaux. On le voit dans l'éducation nationale, on le voit dans les pratiques et la sensibilisation pour ceux qui vont se connecter et qui n'ont pas pris l'habitude. Je pense aux personnes un peu plus âgées. On voit bien que le contrôle des informations est devenu une thématique récurrente et bien sûr qui correspond à l'ère numérique. L'enjeu éducatif, il est majeur dans cette affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, on voit le problème numérique en disant les vieilles générations, elles sont has-been, mais les nouvelles, etc. Les nouvelles générations, elles sont pas mieux intégrées. En fait, elles ont, comme elles sont jeunes, elles ont l'usage numérique plus facile. Elles tapent sur un clavier plus vite que vous, que moi, en tout cas moi, c'est sûr. Voilà, elles ont l'usage des applications plus facile, mais en même temps, elles ne comprennent pas nécessairement davantage comment ça fonctionne à l'intérieur. Parce que en tout cas, c'est une des faiblesses du système éducatif, et notamment français, de ce point de vue-là, où on n'apprend pas suffisamment l'élaboration de l'information et comment fonctionne l'outil numérique. Moi, on le voit assez régulièrement lorsqu'on fréquente par exemple des jeunes volontaires au service civique, où on a l'impression qu'ils savent tout faire, et en fait, ils ont un usage très très limité, la plupart d'entre eux, des outils numériques. Ça, l'Union européenne en a pris conscience, en disant qu'il faut absolument travailler sur la qualification des gens pour qu'on ait effectivement des citoyens responsables face à l'utilisation de ce type de fake news, etc. C'est parce que l'Union européenne nous alerte que chaque pays en prend conscience. C'est quand même dommage. J'allais presque dire, ça devrait être une démarche par pays aussi. Oui, mais en fait, l'Union européenne, elle permet de développer, même si l'éducation n'est pas une compétence de l'Union européenne, mais par exemple, la circulation des jeunes à travers des dispositifs comme Erasmus, tout ça, elle nous permet d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et donc, elle a intérêt aussi à poser des ambitions communes, des orientations, des inclinaisons, en disant travailler ça et travailler la question éducative. Voilà. Et en même temps, nous, la France, par exemple, d'un point de vue éducatif, elle est très fière de son système éducatif, alors qu'en même temps, on s'aperçoit qu'ailleurs, on a des dispositions qui sont peut-être différentes. Par exemple, l'éducation n'est pas nécessairement nationale. Si on va en Finlande, si on va en Allemagne, l'éducation est d'abord une question de Länder. Il y a des ministres de l'éducation dans chacune des régions allemandes, comme si on avait des ministres de l'éducation enfants. Tout ça, c'est des pratiques qui sont différentes et qui permettent de nous nourrir et peut-être de nous conforter. Et puis il ne faut pas oublier nos seniors, nos personnes âgées qui, de toute façon, doivent s'y mettre puisque tout est informatisé, tout est en numérique. Une déclaration, elle doit se faire également. Voilà, donc plus de 90% des prestations se font par le... Voilà, alors comment, effectivement, là aussi, à échange de pratique, comment on fait ailleurs pour accompagner des personnes âgées qui n'y arriveront pas toutes seules, mais aussi, par exemple, par rapport à la question rurale. On évoquait dans une précédente émission les rencontres qu'on fait sur le monde en milieu rural, l'Europe en milieu rural, parce qu'effectivement, dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, le numérique est un outil essentiel pour la question rurale, mais là, c'est la question des réseaux, c'est la question de l'accès, de la rapidité, des centres d'information. Par exemple, si on va dans des espaces comme Rouen, on a des espaces de coworking extraordinairement sophistiqués. Lorsqu'on s'éloigne un peu de Rouen, on n'a plus ça. C'est plus complexe. Et pourtant, on en a besoin, quoi. Il nous reste 1 minute pour parler de ce rendez-vous, l'Europe adaptée à l'ère numérique. C'est le jeudi 7 mars entre 17 et 19h. Ce sera la maison des associations à Déville-lès-Rouen. Vous avez réuni un parterre de... on a 2 intervenants principaux. D'abord, c'est en partenariat avec la ville de Déville, donc avec Dominique Gambier, son maire, mais on a 2 intervenants principaux, David Cormand, qui est le député européen de la Seine-Maritime, qui est spécialiste de ces questions numériques, et on a Catherine Morin-Desailly, qui est sénatrice et par ailleurs auteure d'un rapport important sur les questions numériques en France et européennes.
Donc c'est l'invitation que vous lancez pour le jeudi 7 mars. On reparlera de ChatGPT, parce qu'on ne l'a pas évoqué, de RGPD, de l'intelligence artificielle. Tous ces sujets seront d'actualité. Je vous rappelle le rendez-vous Maison des associations. C'est au 5 rue Jules Ferry. Voilà, vous savez tout, c'est à Desville-les-Rois. Merci Philippe de ces renseignements. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau magazine. Vous, si vous souhaitez voir, revoir, écouter, réécouter ces magazines qui parlent de l'Europe, vous pouvez bien sûr le faire grâce à nos podcasts, mais également sur le lien que vous connaissez, radiosensation.fr.